Salut et bienvenue dans Milecto, je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Vernact, je suis consultante et formatrice en zytologie. Alors, aujourd'hui on a décidé de parler de stratégie digitale et on va faire un petit focus spécifique sur TikTok. Ouh. Ok, Euh, mais avant ça, l'actu du jour. alors, l'actu du jour, moi je voulais vous parler des 24 heures du houblon frais, qui est une initiative qui a été lancée par le SNBI, je crois, il y a de ça 2-3 ans. Et en fait, ça consiste à inciter finalement les brasseries à faire ce qu'on appelle une bière de récolte. Alors une bière de récolte, en fait, c'est quoi? C'est une bière qui est faite avec du houblon frais, fraîchement cueilli, donc directement dans les champs de houblon, et qui est brassé Mhm. idéalement dans la journée, ou en tout cas, si c'est pas dans la journée, c'est au moins le lendemain, justement pour qu'il soit le plus frais possible. Et je trouve que c'est une belle initiative parce qu'en fait, ça oblige quelque part à faire une bière avec des houblons locaux, parce que si on doit le prendre frais, ben, on va le prendre au plus proche. Et je trouve que c'est sympa de justement montrer que en France, on a aussi des houblonnières et qu'on peut aussi se fournir en houblon pas, pas très loin Pas des brasseries, néo-zélandais. pas néo-zélandais ou américains, même si aujourd'hui on est d'accord pour dire que la filière houblon française a quand même du mal à fournir toute la filière brassicole, mais voilà, Ouais. ça tend à se développer et je trouve que c'est une belle initiative et puis ça fait découvrir un style de bière qui s'appelle donc les bières de récolte. Ok. Et je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, c'est Voilà. cool. Après, niveau stockage, c'est pas un peu difficile de stocker du houblon frais en termes de place. Je crois que ça prend énormément de place, non, contrairement aux pellets ou. Alors exactement, alors non seulement ça prend plus de place et en plus c'est plus fragile. Donc Hmm. ça c'est un vrai problème. Là comme il est frais, il est fraîchement récolté, on va l'utiliser tout de suite. Donc au final on aura besoin de le stocker que sur un temps court. Par contre c'est vrai que pour avoir discuté avec des houblonniers qui viennent de s'installer là dans le Diois, ils m'expliquaient qu'il fallait qu'ils investissent dans une presse qui presse plus d'une tonne pour pouvoir presser le houblon, pour pouvoir justement, ne serait-ce que le transporter pour l'emmener se faire changer en pellet. Alors, tu vois le truc. Ok. Et Ah ouais. donc, c'est pas une petite presse qu'il faut, tu vois. Donc, c'est en termes de machinerie, on va dire, c'est pas anodin, quoi. Mais tu as Hmm. raison, ça prend énormément de place, le houblon en fleurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en avant au final les houblonnières ou les houblonniers et on commence à parler petit à petit des malteries ou tous ceux qui fournissent les ingrédients aux brasseurs. Et du coup, c'est plus forcément la brasserie ou le brasseur qui est le saint graal de la boisson. Et au final, on peut se rendre compte que les tendances de demain, elles peuvent provenir vraiment de ceux qui apportent la matière première. Tout en haut de l'échelle ou tout en bas de l'échelle. Je sais pas de quel niveau on se Moi, je place, dis amont, mais aval, c'est en amont, c'est tous les en amont, producteurs ouais. de matières premières. Oui, oui, Mm. ça devient très intéressant. On commence à avoir un tissu national de malteries et de houblonnières qui se développe de plus en plus. Alors, ça reste pour l'instant des petites productions. Mais en effet, demain, peut-être que c'est eux qui feront la tendance. Ouais. Peut-être qu'on va Carrément. avoir des houblons spécifiquement français avec des croisements. Bon, alors ça demande un peu de travail et notamment un De peu R&D et tout, ouais. de R&D, donc c'est pas forcément donné à tout le monde, mais oui, oui, peut-être que demain Bah, on va quand on avoir voit la... toutes les micro-brasseries ou toutes les brasseries craft un peu en vogue qui se fournissent tous chez Yakima et ils mettent fièrement l'emblème sur la canette ou sur la bouteille, sur l'étiquette, on se rend compte qu'au final, maintenant, ouais, il y a une vraie portée quoi, de travailler avec des houblons spécifiques. Donc Ah ouais, oui, c'est vrai que intéressant. ouais, les Américains, pourquoi Yakima bon, parce que les houblons sont de qualité aussi. Hein. On sait qu'ils ont un Mm. rendement, en tout cas aromatique, assez important. Il y a une vraie qualité. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire nous aussi au niveau des plus petites structures, c'est pas toujours évident parce que c'est aussi une question de moyens, c'est d'amener aussi une belle qualité et ça passe aussi par le transfert de compétences. Je sais qu'il y a des houblonniers et des houblonnières qui se regroupent ensemble justement pour échanger leurs petites astuces ou en tout cas monter toujours en qualité. Donc ça prendra un certain temps, c'est en cours et j'y crois beaucoup. Ok, parfait. On passe au thème du jour? Alors, le thème du jour, donc notre stratégie digitale, et plus spécifiquement TikTok.
Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi je trouve que il y a de plus en plus de supports de stratégie, surtout de réseaux sociaux, et que finalement aujourd'hui, je trouve que ça devient difficile de s'y retrouver. Et de choisir une stratégie qui soit efficace en mode, bon, alors est-ce que je vais plutôt utiliser Facebook? Est-ce que je vais plutôt utiliser Instagram? Est-ce que je vais faire les deux? Est-ce que je vais même avoir un site internet? Est-ce que... Et là, en ce moment, je trouve qu'on parle beaucoup de TikTok et je trouvais ça intéressant d'échanger avec toi à ce sujet, d'avoir un peu aussi ce que toi tu en penses de ce réseau social-là. Moi, j'ai un enfant en bas âge, donc j'y suis confrontée. Et donc, je me suis un peu renseignée. Parce que je trouve que ça devient compliqué vraiment de pouvoir tout gérer. Donc, à moins d'avoir un community manager en interne, quelqu'un qui est dédié à ça, jongler entre tous les types de com, si tu veux, je trouve que ça peut être vraiment énergivore et que ça peut aussi un peu faire péter les plombs. Ouais, et puis on sait jamais quand décrocher non plus, parce que est-ce que la personne qui s'occupe de ça, qui va partir du travail, je sais pas, à 18h, il va s'occuper de mettre à jour chaque réseau social, je sais pas, en prenant le bus, en prenant le métro, le tram, en rentrant à son travail, mais du coup il est plus au travail, mais il est quand même en train de faire la promotion de sa boîte. Moi j'y suis confronté tout le temps, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on sait jamais trop où on s'arrête au final de travailler. C'est clair. Mais c'est vrai que déjà, il faut se recentrer. Enfin, ce que j'ai vu la plupart du temps, récemment, c'est que la plupart des brasseries sont sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est le must-have pour toutes. Plus Untapped, qui est quand même relativement important. À prendre avec des pincettes, mais en tout cas, clairement, quand tu es une brasserie, généralement, tu es quand même sur Untapped. Parce que tu as envie d'avoir des commentaires, tu as envie d'avoir une bonne note, etc. Mais attention à toute la sphère bière geek qui pourrait mal noter. Donc c'est un peu tricky, ça dépend. Ouais. En Alors, tout cas, Untapped, c'est intéressant de l'évoquer. On fera peut-être un épisode là-dessus. Alors, c'est bien d'avoir... C'est un réseau social plus ou moins, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir ses bières répertoriées et de vérifier que les fiches soient correctement rentrées. Après, de là à être actif sur Untapped, en effet, comme... C'est un peu compliqué à appréhender, notamment sur certains avis qui peuvent être plus ou moins bien argumentés, on va dire, surtout sur les mauvaises notes. C'est vrai que c'est toujours difficile à entendre, mais on pourra en reparler. Mais ça fait partie de la stratégie digitale, je suis d'accord, mais il faut pas non plus y passer 3 heures, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, sur TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant plus de gens qui ont plus de 25 ans que de moins de 25 ans sur TikTok. Et ça, c'est assez fou, parce que on parle de TikTok à n'importe qui, même encore maintenant. Tout le monde va dire non, mais c'est un truc de gamin où on fait des danses et on a 14 ans. Et ça, c'était le cas pendant le Covid, et c'est plus du tout le cas maintenant, parce que tout le monde s'y est mis et tout le monde s'est dit bon bah on est plus sur Instagram maintenant, c'est TikTok, il y a un algorithme qui favorise d'être trouvé, d'être liké, d'être partagé, etc. Et du coup, tu postes une vidéo et tu peux potentiellement avoir, je sais pas, 1000 likes ou 1 million, tout dépend ce que tu postes. Et c'est sûr que l'algorithme est assez puissant. Après, je sais pas, les gens, ils ont un flux, ils scrollent. Et je sais pas à quel point une vue est comptée, même s'il reste que juste 2 secondes sur ta vidéo. Donc, le but d'un réseau social, c'est au final faire ta communication et parler de ton entreprise, ou parler de comment tu peux aider tes consommateurs et tes clients à apprécier le monde d'aujourd'hui avec ta marque, ton produit, tes services. Et en fait, il faut aller où sont les gens, où est ton cœur de cible, ton audience, etc. Donc si ton audience n'est pas sur TikTok et qu'elle n'est pas sur Instagram et qu'elle est peut-être sur LinkedIn, eh ben peut-être que ça sert à rien d'avoir un Insta et un TikTok, mais avoir juste un LinkedIn. Donc moi je suis plus pro choisir son canal au final. Ouais. D'accord. Ouais, moi je suis un peu. Alors c'est là où justement on peut avoir un débat. Moi je suis un peu multicanal, c'est-à-dire que je pars du principe qu'aujourd'hui Facebook et Instagram pour une brasserie c'est indispensable. En effet, LinkedIn ça peut l'être aussi s'il y a un besoin aussi de développer le réseau ou de recrutement potentiellement. Alors LinkedIn c'est quand même plus pour des postes, on va dire plus haut à responsabilité, mais LinkedIn ça peut être intéressant, même si je pense pas que c'est sur celui-là qu'il faille passer le plus de temps.
Après TikTok, en effet, comme tu l'as dit, c'est super intéressant parce que justement, j'ai été piocher quelques chiffres. Alors aujourd'hui, c'est quand même 41% des utilisateurs qui ont entre 16 et 24 ans, mais 30%, plus de 30% des utilisateurs parmi ces 16-24 ans ont plus de 18 ans. Donc logiquement, par rapport à l'approche de l'alcool, tu vois, la question finalement ne se pose pas tant que ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc TikTok, c'est la 9e place des réseaux sociaux, ce qui est en fait, finalement, tu te rends compte que tu te dis sur le moment, bah, on en parle beaucoup, finalement, c'est que la 9e place, sauf qu'en fait, ils ont une progression qui est énorme. 9e place, t'entends quoi par là? En termes d'utilisateurs. Dans la tranche. Dans tous les réseaux sociaux confondus. C'est-à-dire que le premier, c'est YouTube. Après arrive D'accord. Snapchat. Après arrive Facebook, je crois. Twitter doit être pas loin. Non, c'est d'abord Instagram, ensuite Facebook, ensuite Twitter. Enfin bref, tu vois, c'est le. Ouais, ça Un m'aurait peu étonné les que Facebook GAFA soit des en réseaux premier sociaux. maintenant. Parce que, Ouais, non, c'est YouTube. C'est super intéressant d'ailleurs. Et en fait, donc créé en 2016, et ce qui, les analystes disent que c'est le réseau social avec le plus gros taux de progression en termes d'utilisateurs. Donc avec un potentiel qui va croître. C'est-à-dire que en 4 ans, ils ont, en termes de croissance de nombre d'utilisateurs, ils ont dépassé, en termes de pourcentage de croissance, pas aujourd'hui en termes d'utilisateurs, ils ont dépassé la progression de Facebook et de Twitter. Ouais. Donc Ouais, ça veut c'était dire qu'il y a énorme, potentiellement, il y a un gros potentiel là-dessus. Tu l'as dit toi-même, les utilisateurs ont tendance à se vieillir, enfin à être de plus en plus vieux. Ça reste quand même, tu vois, sur la tranche 16-24, ça reste quand même encore aujourd'hui les utilisateurs les plus intéressants. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a plus de femmes sur TikTok que d'hommes. Or, sur tous les autres réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse. Et ça, je trouve ça Peut-être pas sur Insta, mais en tout cas, peut-être sur Facebook. Ouais. Quoique, ouais. Et là, tu prends un panel global, pas spécialement lié à la filière. Ah non, là, je suis bière, vraiment vin, sur. spiritueux. Ouais, non, là, tout, je suis ouais. vraiment sur du global. Hein. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir des chiffres de TikTok Ouais, sur. aussi précis que ça. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. en termes de population, c'est intéressant. On est sur des jeunes. Il faut savoir que les consommateurs de bière artisanale à craft se rajeunissent aussi, ce qui est plutôt bien. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut aussi renouveler sa clientèle. Et on se rend compte qu'en fait, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent. Donc là, on pourrait avoir un lien intéressant. Je trouve que le fait qu'il y ait aussi beaucoup de femmes, ça peut être aussi un débouché au niveau des consommateurs, puisque de plus en plus de femmes s'intéressent aussi à la bière. Et je pense que ça peut être une base clientèle, on va dire, intéressante, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement les hommes qui consomment la bière craft ou la bière d'une manière générale d'ailleurs. Et ça tend à changer, ça tend vraiment à se démocratiser. Je trouve ça intéressant. Après, en termes de temps passé, tu vois, je regardais aussi 52 minutes par jour pour TikTok. Mais c'est à peu de choses près la même chose sur Facebook. Moi, je trouve ça énorme aussi, mais en fait, je pense que ça va vite. Hein. Tu scrolles, tu tombes sur un truc qui t'intéresse. Tu sais, c'est quand même des réseaux qui sont dans la captation, quoi. Ah bah c'est la rétention avec la vidéo, c'est un truc énorme et c'est bien pour ça que tout le monde a commencé à reshifter sa manière de penser. Dans toutes les mises à jour, par exemple, quand il y a eu un boom sur TikTok, Instagram a fait sa mise à jour en mettant les Reels en avant et au final pendant une grande période, et c'est peut-être encore le cas, les Reels étaient directement dès que tu ouvres Instagram. Et je crois que ça a fait beaucoup parler et tous les utilisateurs trouvaient ça chiant et du coup ils sont revenus un petit peu en arrière. Mais au final, on est très très vite confronté aux Reels sur Instagram. Donc ils ont au final copié le principe de TikTok. Sauf que est-ce qu'on veut vraiment voir ça? Moi honnêtement, ça me saoule. Et du coup j'ai fait le parti pris de... Quand je suis allé sur TikTok la dernière fois, parce que j'ai créé, comme tu dis, au début j'étais sur tout. Quand tu es une agence de communication, tu te dois d'être sur tout, de communiquer sur tout. Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram, pas Snapchat, mais tout le reste. Ouais. Et Twitter aussi. Et puis en fait, tu t'y perds, tu n'as plus le temps. Et puis tu multiplies ça par ton podcast, par ton agence, par ton compte perso. Et en fait, au final, tu fais plus que ça.
C'est ça. Donc la première chose que j'avais faite pour essayer de réduire, c'est mettre un limiteur sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne savez pas encore, sur Instagram et sur Facebook, on peut avoir une espèce de chronomètre qui donne un compte à rebours de combien de temps on reste dessus. Donc si on met 10 ou 15 minutes, hop, on reçoit une notification comme quoi on a passé 15 minutes et c'est peut-être le temps de faire autre chose. Et ça y est maintenant sur TikTok aussi. Donc ça c'est déjà bien. Si on n'arrive pas à gérer son temps ou qu'on s'en rend pas compte, eh bien c'est bien, on a une alerte. Et au-delà de ça, la dernière fois que je suis allé sur TikTok, j'ai beau poster des choses très typées et suivre des comptes boissons et cocktails, etc. et parler que de ça, j'ouvre mon truc et direct je tombe sur des recommandations plutôt locales, où au final je tombe sur n'importe quoi, des gens qui récupèrent l'audio d'un film pour se montrer et se filmer dans telle ou telle posture ou dans telle ou telle situation. Et je trouvais que c'était l'enfer vraiment à regarder. Et au final, je me suis quand même pris. Je fais, ah, mais c'est quoi ce truc? Et puis après, je scroll. Et au bout de 25 minutes, mon cerveau était tout, tout ratatiné. Ouais. Et je suis sorti en mode, mais j'ai rien appris. Ça m'a saoulé. J'ai trouvé ça nul. Chaque vidéo était naze à souhait. Et je me suis dit, je me casse en fait. Ouais. Donc dans certains podcasts, je disais foncez, c'est TikTok, c'est maintenant. Et maintenant, je reviens un peu sur cette façon de penser qui est que dès qu'il y a un réseau social qui bondit, il faut forcément aller dessus. J'ai un peu plus de retenue. Pour moi, c'est aller où sont vos consommateurs. Et c'est ça qui fait foi. Je suis d'accord. Et voilà, c'est plus... ouais. Alors moi, j'y suis confrontée parce que j'ai un ado à la maison et c'est vrai que j'ai vu des trucs. Enfin, ils font des références, parfois des choses qu'on comprend pas, mais ça c'est ça c'est le côté un peu vieux con des parents, si tu veux. Donc moi, j'essaye de comprendre. J'ai vu des trucs sur TikTok qui sont catastrophiques. Je ne citerai pas notamment un compte particulier où le mec il est complètement barré du ciboulot. Tu te demandes si c'est un troll ou s'il est sérieux. Et en fait, les gamins passent leur temps sur des vidéos qui sont pas comme tu dis, c'est des challenges en mode je répète les répliques d'un film ou bon allez encore quand ils dansent, bon ça peut être mignon tu vois, mais c'est vrai que c'est assez basique. Après au-delà de choisir TikTok ou pas, parce que tu peux t'amuser justement sur des vidéos peut-être un peu décalées, tu peux montrer un petit côté un peu rigolo de ta brasserie ou de tes produits. Tu vois, ça peut être marrant. Reste quand même qu'à chaque fois, il faut toujours changer le discours. Finalement, il faut toujours presque changer la forme. C'est-à-dire que tu communiques pas sur Facebook comme tu communiques sur LinkedIn, comme tu communiques sur Instagram. Et je trouve que ça aussi, c'est difficile parfois. Ouais. Tu sais, de faire comme si ton cerveau, sur la même information, était capable de produire quatre formats différents, tu vois. Et c'est vrai que parfois, si t'as pas pris des automatismes, à un moment donné, ça te prend un temps fou. Et c'est vrai qu'en réduisant le nombre de réseaux que tu vas utiliser, finalement, tu seras peut-être plus efficace, quoi. Plus productif, plus efficace. Et en même temps, pourquoi on serait forcément drôle si on est une brasserie qui est sérieuse et qui n'est pas forcément drôle? Je pense qu'il faut toujours coller aussi à son persona, à qu'est-ce qu'on veut évoquer, comment on veut paraître, etc. Il faut que ça se ressente sur tous les réseaux. Et en fait, on n'est pas tous des clowns à vouloir faire des billets drôles ou des pastry sour avec tous les légumes du monde ou des choses fun. C'est pas toujours la persona d'une marque d'être forcément fun. Par contre, il y a le côté plus de proximité, plus d'authenticité, et c'est ça que les gens veulent. En tout cas, c'est ce qui nous font croire que les gens veulent. C'est vraiment se filmer, voir les coulisses, voir qu'au final on porte des bottes et on n'est pas en costard cravate dans les chais comme on peut le voir sur plein de photos de spiritueux et de vin. Et ça, par contre, c'est intéressant. Voir qu'au final on est dégueulasse, on s'en est mis de partout, mais ce qu'on produit, c'est bon et ça peut être premium. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça shift un peu je sais pas, ce dont pourraient penser les gens. Ouais, alors il y a ça, bon, ça manque pas, ça mange pas de pain de vendre du rêve aussi, hein, mais c'est sûr quand tu as la nana en tailleur, pour l'avoir vue il y a pas longtemps qui fait les vendanges, tu te dis, elle, à mon avis,
elle pose quoi. Faut pas être, tu vois, faut pas être débile, mais bon. Mais et moi, je trouve ça limite un peu grave. Enfin, j'ai vu énormément de contenu sexiste, mais je trouvais ça sexiste, mais c'était fait par des femmes qui se mettaient dans ces postures-là. Donc du coup, au final, j'ai l'impression qu'elles s'auto-rabaissaient à faire de la merde, et en fait, j'en pouvais plus en fait tu scrolles et en fait, il y a que des vidéos comme ça parce que forcément, c'est celles qui te captent ou qui captent toute l'audience, donc ça fait des vues, donc c'est plus repartagé. Et en fait, j'avais pas envie d'être dans ce système. Je me suis dit, mais va lire un livre, et fais autre chose, quoi. Ouais, ça c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'un débat et d'une discussion, justement, l'image. Les femmes qui mettent en scène leur propre image avec des poses un peu sexy ou des décolletés jusqu'au nombril ou des choses comme ça. Alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est qu'à la limite c'est leur corps, elles font ce qu'elles veulent avec, quoi. Déjà. Si elles ont envie de se mettre à poil pour vendre une bière, qu'elles se mettent à poil pour vendre une bière. De toute façon, elles vont être censurées déjà, tu vois. La question se pose aussi de qui regarde. Pourquoi ces femmes-là pensent qu'elles doivent mettre un décolleté, voire même se refaire les seins pour vendre un produit. On peut parler d'alcool, parce qu'on l'a dit juste avant, finalement, la clientèle de l'alcool, c'est qui ? C'est principalement des hommes. En spiritueux, en plus, j'imagine que c'est des hommes en CSP++, d'un certain âge, tu vois, c'est pas encore tout à fait non plus le même type de clientèle. Pourquoi ces femmes-là aujourd'hui pensent qu'il faut se refaire les seins pour vendre, tu vois, une bouteille de whisky par exemple. Et je pense que c'est plus là qu'il faut réfléchir, parce qu'à la limite, si elles sont pas forcées, j'ai envie de dire, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, tu vois. C'est leur corps. Elles veulent montrer leur cul, qu'elles montrent leur cul, tu vois. C'est encore symptomatique de la société, mais voilà, de comment c'est tourné. Je pense qu'il faut s'intéresser à pourquoi, plutôt que dire oh, c'est moche. Toi, ça te plaît pas. C'est pareil, t'es pas leur cible en fait. Tu vois. Toi, tu vas plus t'intéresser à ce qu'il y a dedans ou justement à l'emballage, mais pas à l'emballage de la fille qui est à côté, tu vois. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est encore, et je pense malheureusement pour longtemps, on est encore dans une société qui est beaucoup là-dessus, quoi. Tu vois, et d'une certaine façon, est-ce qu'on va en sortir un jour ? Ça, c'est une bonne question. Et c'est étrange parce que pour l'instant, on pourrait croire que la population qui est attirée par TikTok ou qui est sur TikTok, c'est justement de la génération Z ou de la génération Alpha qui vont tout chambouler à ce niveau-là. Sauf qu'il y a encore des codes un peu de patriarcat de la génération X ou des boomers. Et du coup, moi, j'attends de ces plateformes-là qu'elles arrivent à vraiment renverser tout ça, en fait. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et tout ce qui nous est recommandé, c'est des trucs putaclic pour rester longtemps dessus, quoi. Ouais, je suis d'accord que c'est assez paradoxal. Et moi, je vois les jeunes aujourd'hui, on a tous eu. Enfin, moi, je me souviens au lycée, par exemple, j'avais un petit côté rebelle. Je me souviens qu'il y avait eu des manifs. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, mais voilà, il a fallu que j'aille manifester. Peut-être que c'était pour louper les cours aussi, mais ils ont un côté revendicateur, ils ont aussi je pense une sensibilité écolo, je pense qu'ils ont une ouverture d'esprit par rapport justement à la sexualité, aux identités de genre, parce qu'ils sont confrontés tous les jours, si tu veux, à ces sujets-là, et ils en parlent avec beaucoup d'ouverture. Et à côté de ça, par contre, on est d'accord qu'en termes de nourriture intellectuelle des réseaux sociaux, on est ras la pâquerette, quoi. Et je trouve ça, alors on est sorti complètement du sujet d'ailleurs, je trouve ça assez paradoxal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que les ados sont en construction, c'est des personnalités en construction, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va donner comme adulte ? Ça, je sais pas, parce qu'ils ont à la fois le on accepte, on est ouvert d'esprit par rapport à une identité de genre, par rapport enfin, je trouve qu'il y a aujourd'hui, les jeunes peuvent s'exprimer en tout cas de manière beaucoup plus libre en termes notamment d'identité, de sexualité. Et à côté de ça, ils ont encore, pour beaucoup, je trouve, des réflexes très basique, quoi, genre ah non mais nous de toute façon moi je traîne pas avec les filles parce que les filles c'est chiant, tu vois. Tu vois, ça reste quand même les gars d'un côté, les filles de l'autre, je trouve vachement, tu vois. Et je trouve ça assez paradoxal, ou au contraire justement on devrait plus
plus se mélanger. Donc, tu vois, c'est à se demander ce que ça va donner dans les années à venir. Moi, dans les tendances là, de la génération Z et Alpha, je vois, je sais pas, du vert hyper flashy avec du rose et des gens unisexes. J'ai ça avec des typos funky dans la tête. Enfin, tu sais, je vois des trucs hyper couleur dopamine à fond et ce genre de choses. Alors, je le vois beaucoup sur des packshots ou sur des campagnes de com de tous les blogs de designers. Et c'est ça, on renverse les codes et on revient peut-être aussi à la nostalgie des années 90 qu'on n'a jamais vécu. Et il y a des trucs un peu comme ça, un peu dreamy, un peu pop, flash et tout. Je vois plutôt cette nouvelle génération comme ça. Ouais, alors après, c'est l'influence Stranger Things. Ça. Les années 90, je m'habille comme nous, on s'habillait gamin, en fait, finalement. Ça, c'est assez marrant. Ouais, en gros, tu vois les jeunes sous LSD, quoi, un peu. Exactement, c'est ça. Ça finit les pétards, ça y est, là, on attaque. On attaque le gros. Et du coup, ouais, on a un peu digressé là. Si on en revient là aux brasseries, une brasserie craft aujourd'hui, est-ce que pour toi, elle a un intérêt d'être sur TikTok? Et si oui, qu'est-ce qu'elle devrait publier? Ou est-ce que tu aurais deux, trois conseils? Qu'est-ce que toi, tu voudrais voir en tant que consommatrice? Alors, moi, je pense que déjà, pour se mettre sur quel que soit le réseau social, il faut le maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ses codes. Donc, il faut être capable de faire des vidéos courtes, des vidéos fun, des vidéos impactantes. Donc, moi, je suis plus sur je sais pas, moi, j'ai vu la dernière fois, je sais plus quelle brasserie c'était, tu sais, qui lance une bière, l'autre qui la rattrape. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, très dynamiques. Alors, ça demande d'avoir le temps de le faire, et puis il faut quand même que ce soit. J'ai vu la brasserie parallèle qui faisait ça. Ils font des kéfirs. Ils avaient fait ça en Reels, Ouais, ça peut être sympa, ouais, de voir comment c'est fabriqué, de voir les équipes. Tu vois, de mettre en scène peut-être la taproom pour justement rester proche des gens et montrer des bouts de concert ou faire visiter une visite virtuelle en accéléré de la brasserie, tu vois, des choses comme ça. Après, ça nécessite, c'est toujours pareil, c'est des réseaux où en fait finalement on capte, donc on consomme beaucoup aussi, donc ça veut dire qu'il faut produire beaucoup. Il faut être capable de le faire. Est-ce qu'Instagram est suffisant? Peut-être. Après, on peut republier le repurposing, comme on dit dans le marketing. C'est vraiment le b.a.-ba aujourd'hui. On chope une vidéo et je suis le premier à le faire. Je prends une partie d'un podcast, je le mets en format vertical. Je publie d'abord sur YouTube pour faire un shorts de moins de 60 secondes parce que l'algorithme est fou. Après, quand tu as 300 vues en parlant de bière en moins d'une minute, tu te demandes vraiment si les gens ont cliqué pour ça ou pas. Donc, tu te demandes la portée finale. Après, je prends ce truc-là, je le mets en Reels sur Insta. Sur Insta, vu qu'il faut un beau feed, à ce Reels, je lui mets une vignette que j'aurais designée spécifiquement en format 16/9 vertical. Sauf que je vais réutiliser ce même et je vais le mettre sur TikTok. Sur TikTok, vu qu'il faut qu'on voit des gens sur le feed pour que ça fasse plus réel, je mets pas cette vignette que j'ai mise sur Insta. Parce qu'Insta, il faut être beau, faut faire du beau. Et sur TikTok, il faut être plus... on voit directement les visages, etc. On met une petite pop-up un petit texte de quoi ça va parler sur la vignette et puis on balance et puis on espère que ça va faire des vues et voilà, pour l'instant c'est un petit peu ça et au final j'essaie de réduire parce que je me rends compte que faire ça m'apporte pas de clients en fait. C'est ça. Mais ça m'apporte même aucun client de faire ça. Donc c'est pour ça alors moi je suis une agence de com, je suis pas une brasserie, mais j'essaie d'extrapoler ça à une brasserie qui n'a vraiment pas que ça à foutre, qui est toujours dans le jus, où il y a une team de, je sais pas, entre 10 et 20 ou 30 personnes. Qui va faire ça? Qui va prendre le temps de faire ça, etc. Alors il faut, ça marche que quand il y a une personne dédiée à ça, en fait. C'est ça. Ouais. Donc soit une agence, soit un community presta, soit un interne. Mais tu ne peux faire ce genre de truc que si tu as quelqu'un. Tu vois, rien que la façon dont tu as décrit à chaque fois sur le même sujet, finalement le même support de base, ta petite vidéo de 10 secondes, 30 secondes, tu vois, tu te retrouves à faire 15 000 manips et la mise en page est jamais la même. Enfin, tu vois, il faut rajouter un petit truc là parce que tu sais que ça marche. Il faut aussi savoir ce qui marche. C'est pour ça que finalement, une brasserie qui va se mettre sur TikTok, c'est parce que peut-être son community est super jeune et se dit maîtrise les codes et fait ça en 5 minutes.
c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui disent il y a ça, il faut être dessus. Mais ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas fait d'analyse ou de strat à l'avance pour se dire ok, bah, mon stagiaire il a dit qu'il fallait qu'on soit sur TikTok, alors on va sur TikTok. Mais en fait, non, il faut juste avant réfléchir à quoi ça va servir. C'est ça. Est-ce qu'on peut. Après, on est d'accord quand même que les réseaux sociaux, au final, c'est plus de l'image de marque que réellement du contact client. Ouais, ça dépend dans quelle tranche. Ouais, je me demande pour les brasseries si sur Instagram, les brasseries collaborent entre elles pour faire des collabs. Enfin, est-ce qu'elles chattent sur Insta ou est-ce qu'elles sont au final juste par mail ou sur Discord ou autre, enfin, ou sur n'importe quel réseau où on peut chatter. Ça, je me demande, mais dites-nous en commentaire si vous entendez ça. Alors en commentaire de quoi? Je sais pas sur quoi sera le podcast, mais par retour de mail ou sur LinkedIn ou autre. N'hésitez pas à nous dire sur quoi vous êtes et comment vous Ouais, moi d'expérience, tu vois, pour avoir administré plusieurs comptes Instagram de brasseries ou de bars, si tu veux, c'est assez marrant, c'est notamment sur les brasseries. En chat Instagram, ça va être des graphistes qui vont proposer leurs services essentiellement. Ouais. Quelques clients qui vont envoyer des infos en disant tiens, au fait, j'ai publié ça, vas-y, est-ce que tu peux le republier? Mais finalement, en fait, c'est quand même le Messenger qui fonctionne le plus pour ce qui est contact pro. Tu vois, vraiment pro du style je suis un caviste, je voudrais acheter vos bières, comment on fait, ou alors, et là c'est là que tu vois qu'en fait c'est vraiment à destination du consommateur final puisque tu vas utiliser d'autres canaux pour ton client pro et ton vendeur, un mec qui veut louer une tireuse et qui va te dire, qui va te demander comment ça marche, tu vois. Alors je reviens à ce que tu disais que j'ai trouvé très intéressant en disant ouais mais regarde, en fait la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, elle se retrouve dans le bus à devoir gérer les trucs, parce qu'en effet, en fait, un des trucs qui est très chiant dans les réseaux sociaux, c'est que les publications elles fonctionnent que quand les gens ils travaillent pas. Et or toi tu as le même rythme de travail logiquement que ces gens qui ne travaillent pas mais qui vont regarder les réseaux sociaux plutôt le soir quoi. Et ça, c'est un truc, moi j'ai été confrontée à ça, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant, et notamment tout ce qui est modération. Tout ce qui est justement Messenger ou messagerie Instagram, des choses comme ça te tombe dessus à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et quand je dis du jour et de la nuit, c'est que ça tombe la nuit aussi. Il y a des gens à 1h du matin, ils s'imaginent peut-être qu'en fait, toi, professionnel de la bière, tu vas lui répondre. C'est le côté contact des réseaux sociaux, c'est rigolo, contact quoi. direct. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est le côté contact direct, sauf qu'à un moment donné, moi, c'est mon travail, c'est pas juste, je suis pas juste un consommateur lambda qui veut acheter une bière, quoi. Donc forcément, répondre à 1h du matin, alors ça m'est arrivé de le faire, mais c'est vrai que c'est un peu débile, quoi. Mais ça peut être vraiment très ça peut prendre sur la vie perso assez facilement. Alors maintenant tu peux programmer, hein, il y a les hot suites et les choses comme ça qui te permettent de programmer tes publis, et en même temps souvent il y a des trucs qu'il faut que ce soit spontané quoi. Donc si c'est trop calculé ça devient un peu plan-plan, et c'est vrai que c'est pas un métier facile. Et qu'il faut faire attention de ne pas se laisser bouffer non plus par ça. Et maintenant, moi, je le vois avec les stories, notamment. Les stories, si c'est pas spontané, ça sert à rien. Et là, les stories, faut pas les programmer, ou faut faire des choses dans le moment même. Mais ouais, en fait, au final, tu te dis, une marque, ça devient une créatrice de contenu ou un créateur de contenu, quoi. C'est ça une marque maintenant. Tu dois créer du contenu, mais la marque en fait elle crée déjà des bières, elle doit en plus créer du contenu, et donc c'est assez compliqué. Alors je dis pas qu'il faut totalement annihiler les réseaux sociaux, mais il faut prendre un peu de recul et être sur un ou deux, et franchement ça ira quoi, ça le fera. Ouais, moi je pense aussi qu'il faut pas forcément perdre trop d'énergie, encore une fois, sauf à avoir quelqu'un dédié à ça et qui est très à l'aise et très efficace, hein. Faut pas non plus fermer des portes, mais je suis d'accord pour dire qu'il faut rester sur les choses qu'on maîtrise, pour pas passer à côté des codes et justement faire l'effet inverse en disant tu vois, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce machin, ça a l'air nul. Voilà. L'idée c'est de donner envie à la base, ou de donner une image un peu funky, ou un peu justement sur TikTok en tout cas un peu jeune, tu vois. Si c'est pour faire un truc un peu décalé, enfin ça peut être rigolo en même temps, hein, mais qui colle pas au code, c'est sûr que c'est de la perte de temps et d'énergie. Mais voilà. Et après il y a un truc qu'on disait
Ah, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Non, je dis toujours est-il que ça reste un réseau social, je pense, à surveiller. Tu vois, parce que en grosse progression, on n'est pas à l'abri que demain ils prennent le dessus sur tous les autres. Hein. Quand tu vois l'âge de Facebook et quand tu vois que les utilisateurs vieillissent et puis ils sont même d'ailleurs de moins en moins dessus, la preuve en est. Toi comme moi, on est vachement moins présent sur ces réseaux, comme pour les raisons que tu as dit juste avant. Donc reste quand même que comment dire, des supports de communication qui aujourd'hui sont encore relativement peu chers, tu vois. Mm. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une brasserie qui fait 1000, 2000, 3000 ou 5000 ou même 10 000 hectos va pas se payer une campagne de pub. Il y a que Gallia qui peut faire ça parce qu'ils sont Heineken, tu vois. Donc les réseaux sociaux, c'est quand même un moyen de faire de la pub. C'est ça en fait, à moindre coût. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. Mais bon, c'est de moins en moins gratuit et l'algorithme, on peut le voir sur Facebook, sur Instagram, il faut payer pour être vu. Donc on a beau avoir 15 000 K followers, si c'est pas du fake, on n'aura toujours que 40 likes sur un post. Donc en fait, c'est le piège. Ouais, il y a ça. Et puis je pense qu'il y a aussi moins d'implication sur des trucs qu'on voit tous les jours. Enfin, je veux dire, quand tu es fan de bière et que tu t'abonnes à des pages de brasserie, si c'est pour voir tous les jours une photo d'une bière et qu'en fait finalement tu te rends compte que c'est un peu toujours ce que tu vois, à la fin tu likes plus non plus, quoi. Mais l'information peut être passée quand même. Tu vois, c'est ça c'est là-dessus je pense qu'il faut réfléchir aussi. Il faut arriver à te faire arrêter dans ce flux continu. C'est bien pour ça que je fais des logos black metal pour mon agence et pour mes méthodes. C'est qu'au final, il faut faire des trucs pour que les gens s'arrêtent et ils se disent mais what, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça fait dans mon feed? Je sais pas, faut être créatif pour te faire arrêter dans ton flux. Et tu parlais d'un autre point qui est assez intéressant et je pense qu'on pourra après finir ici. C'est pourquoi certaines brasseries n'ont que Facebook ou n'ont pas de site internet ou sont que sur les réseaux sociaux pour communiquer. Ouais, alors moi ça me choque un peu. Parce que moi je trouve que le site internet c'est un peu la base, quoi. C'est la base pour plein de raisons. C'est la base parce que là tu vas pouvoir mettre les valeurs de ta brasserie. Tu parlais tout à l'heure que c'était important d'avoir un personae. Tu vois, moi je parle d'identité de marque, c'est pareil, tu vois. À un moment donné, si tu veux, tu crées ta brasserie pour une raison qui est valable, qui est la tienne, mais qui après devient aussi celle d'autres, parce que tu embauches des gens ou en tout cas tu crées des produits qui sont diffusés. Et le site internet, si tu veux, c'est quelque part une obligation de réfléchir à tout ça et de l'écrire et de le formaliser. Et sur un site internet, tout le monde va. Tu vois, tout le monde va sur un site internet, il s'adresse au plus grand nombre. C'est pas un réseau social où tu alimentes tout le temps, tu vois. Et en fait, je suis aujourd'hui, je trouve ça bizarre qu'il y ait des brasseries qui n'aient pas leur site internet, parce qu'en plus, avec tout ce qui est vente en ligne et tout ça, aujourd'hui, tu fais un site en envisageant éventuellement d'avoir une option vente en ligne, ça te fait un magasin virtuel de marque, quoi. Après, il y a beaucoup de brasseries qui passent que par les distributeurs et ils prennent en gros, ils n'ont pas besoin de faire ça, ou d'autres qui s'en foutent, ou même des fois, ça fait peut-être un peu plus hype et artisanal et craft, entre grands guillemets, de ne rien posséder, de ne pas avoir de site internet, ça nous rend peut-être un peu plus rare et peut-être un peu plus authentique ou proche ou autre. Peut-être que c'est une perception. Et après, tu vois, quand j'ai demandé à Popin par mail depuis leur Facebook si je pouvais avoir 2-3 bières, enfin même c'était plus plein de bières pour un week-end bro à 14 personnes, ils m'ont dit non, on ne fait pas ça. Donc en fait, ils n'ont pas de site internet, ils ont qu'un Facebook, mais ils n'envoient pas aux particuliers. Donc ils jouent peut-être aussi sur ce côté un peu comme Apple, quoi, ce côté un peu fermé, connaisseur, et je pense qu'il y a une stratégie assez précise là-dedans. En tout cas, il faudrait interviewer Popin. Ça serait à fouiller parce que ça peut, oui, c'est possible. Je l'avais même pas envisagé comme ça, sur ce côté un peu confidentiel. Moi, je dirais attention, parce que le jour où la concurrence arrive, pour moi, il y a encore de la marge. Hein, on est loin
On est encore loin d'avoir de toucher toute la clientèle, en tout cas en ce qui concerne la craft. Mais attention, parce que le jour où justement il y a la concurrence, moi je pense que la communication doit prendre de l'ampleur dans certaines brasseries, parce que c'est ça qui va être différenciant au final. Et même s'approprier son propre contenu, pour moi ça c'est vital en fait. Demain Facebook il peut lâcher, et du coup Instagram avec, et du coup t'as beau avoir 10 000 ou 15 000 followers, au final t'as plus rien d'un coup. Donc en fait t'es pas maître de ton contenu, de ta plateforme. Il vaut beaucoup mieux avoir son propre site web avec une mailing list et je sais pas, un Mailchimp, un ConvertKit, n'importe quel software comme ça où tu peux envoyer des newsletters. Et tu possèdes les mails des gens, quelquefois leur numéro de téléphone, et c'est vraiment des vrais fans, c'est ça. Et tu maîtrises ton contenu en fait. Voilà. Tu as un fichier qualifié, tu peux quasiment leur parler en direct en fait finalement, tu vois, et eux aussi. Aujourd'hui, ce qui marche aussi, c'est la création des communautés. Je sais pas si tu as vu, là, WhatsApp se lance là-dedans, où on peut lancer une commu WhatsApp. Alors j'ai jamais essayé ça encore. Mais encore du temps à perdre. Ouais, encore du temps à perdre. Mais où là, la communauté, c'est en gros, on te reconnaît comme faisant partie de notre groupe. Tu vois, on en est finalement à recréer un modèle social virtuel. Là où on avait peut-être l'impression que c'était le cas sur Facebook, et puis on se rend compte qu'il y a tellement de tensions entre les gens, parce que ça c'est un truc assez génial, enfin génial, non c'est un peu pathétique, mais où les gens se battent entre eux, entre amis Facebook, tu vois, parce qu'ils sont pas d'accord politiquement. Ben dans la communauté, tu auras peut-être un peu moins de monde, tu sais que c'est des gens qui sont censés penser comme toi, tu vois, et finalement tu te sens peut-être plus safe. Et ça c'est peut-être la nouvelle tendance, enfin c'est déjà la tendance. C'est carrément la nouvelle tendance. Ouais. Voilà. Mais là par contre, animer une communauté, c'est pas le même délire que poster une fois tous les 36 sur Facebook, tu vois. Ouais. C'est encore une autre démarche. Et là, on en parlera peut-être dans un autre épisode, parce que c'est typiquement Web3 comme démarche. Et au final, les marques vont devenir à la limite des religions, en fait. Enfin, on en devient là. C'est au final, pour moi, une marque, elle existe pour une raison spécifique, pour aider son client, pour avoir une solution spécifique à un problème donné. Mais du coup, tu choisis ton audience, tu choisis avec qui tu veux travailler, tu choisis à qui tu veux aider, et tu bâtis une communauté en fonction de ça. Et après, là, pas mal de gens disent dans plein de podcasts que c'est les communautés qui vont créer les marques demain, ou en tout cas qui vont s'impliquer tellement que la marque ne pourra plus vivre sans. Par exemple, des marques de parfums ou LVMH ou autres qui vont créer des vêtements qui auront été designés par des fans, par des gens qui sont sur le Discord de LVMH, et du coup, hop, du jour au lendemain, le vêtement il sera créé, et en fait, cette personne, ce fan de la marque qui aura créé le vêtement qui existera en vrai, aura des royalties sur les ventes. Et en fait, on en est là, on va donner un petit peu, on va fidéliser nos clients en les faisant participer, en les faisant devenir actionnaires en fait de notre marque. Et ça, c'est typiquement le truc Web3, la nouvelle génération. On peut en faire des heures de podcast là-dessus, et c'est vers quoi on tend. Et c'est peut-être bien, hein, parce qu'au final, c'est peut-être grâce à eux qu'une marque vit et survit. Hein. Mais après, si on arrive au point où c'est les consommateurs qui décident, resituons sur la bière qui décide des recettes, de la recette de la prochaine bière, why not, hein. Ça peut être intéressant, ça peut. Alors, bon, je pense qu'on va quand même retomber un peu toujours sur les mêmes choses, mais ça peut peut-être rebattre un petit peu les cartes, va savoir. Après, il faut pas que ça remplace le travail d'un vrai professionnel. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand tu fais des concours d'étiquettes et que tu payes pas le graphiste qui va faire l'étiquette. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Ah ouais, mais non, mais ça c'est rageant. Je veux dire, à un moment donné, tout travail mérite salaire, et tu vois, il faudrait pas que le consommateur se fasse avoir non plus dans l'histoire, tu vois, ou le fan, en disant ouais, je suis super super fan et puis je vais bosser pour que dalle. Et derrière, alors c'est pour ça que l'idée des royalties, et ça ce serait une juste c'est pour ça mesure, qu'il y a tout un délire NFT, parce qu'avec les NFT, tu peux revendre des royalties à chaque fois que tu revends le NFT. Mais là, on est vraiment, on digresse trop. On est dans un autre on digresse délire. trop. Et on va peut-être revenir à justement nos coups de cœur.
Ouais, nos coups de cœur. Alors moi, mon petit coup de cœur d'aujourd'hui, parce que pour moi, comme on est quand même sur les débuts du podcast et le deuxième épisode, je pense que s'il y a un truc à avoir dans sa bibliothèque comme référence, on va parler plus d'Ito, c'est ce livre-là. Si tu ne l'as pas, je t'invite à le... Les saveurs gastronomiques de la bière. Voilà, je t'invite à l'acheter tout de suite. Hein, on les trouve sur l'internet. Ça, c'est un peu la Bible. Alors, c'est un bouquin qui est francophone parce qu'il est écrit par 2 Québécois. Donc on n'a pas de difficulté à le traduire. Et puis il est à la fois très technique. Hein. On voit ici par exemple, je suis sur les houblons, donc les composés d'huile essentielle. Bon, ça peut, tu vois, tu as des X3, EN, I, 1, OL. Ça peut être du charabia et en même temps c'est intéressant pour les gens qui seraient plus professionnalisants. Et puis on a toute une partie avec des accords, tu vois, avec des jolies photos. Et des explications de style. Voilà, moi je le trouve très 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 complet, à la fois pour les professionnels, pour les amateurs. Pour moi, c'est le bouquin à avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Il me semble que Théodore de Brewing Theory m'a montré ce livre, il m'en a parlé aussi. Et puis dédicace à lui, parce qu'au final, c'est, je pense, grâce à lui qu'on se fait ce podcast aujourd'hui. Donc, petite dédicace à Théo. Merci Théo. Bien. Et ok, ouais, bah intéressant ce livre, joli livre. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous dire le nom des auteurs peut-être et l'édition? Alors c'est David Levesque Gendron et Martin Thibault. C'est à l'édition Druide, c'est une maison d'édition évidemment québécoise. On le retrouve, alors on le retrouve sur Amazon. Alors moi je suis pas pour faire la pub d'Amazon, mais si vous voulez le trouver facilement. Et sinon à la librairie du Québec à Paris aussi. Je sais pas s'ils font de la vente en ligne. Toujours est-il que il suffit de leur passer un petit coup de fil. Peut-être qu'ils peuvent vous l'envoyer. Je sais pas. Je sais plus dans quel arrondissement elle se trouve, mais moi je sais que j'avais acheté les miens parce que j'en ai plusieurs. J'ai l'ancienne édition puis la nouvelle. Je les avais achetés là-bas. Voilà. Ok, parfait. Eh ben top. Bah, de mon côté, le coup de cœur. Alors encore une fois, il faudra cliquer sur le lien présent en description. Là, on est sur du co-branding. Alors pour moi c'est un coup de cœur parce que je suis allé à New York et à Coney Island précisément. C'est au sud de New York, peut-être à je sais pas 1h30, quelque chose comme ça. Et c'est au bord de l'eau et on a une belle plage, enfin une belle, je sais pas, mais en tout cas on a une plage moins belle qu'au sud-ouest. mais on a une plage avec des roller coasters, des attractions, etc. Et il y a une fameuse marque de hot dog là-bas hyper connue qui s'appelle Nathan ou Nathan, je sais pas comment on dit. Et du coup, ils ont fait un co-branding avec une brasserie du coin, donc la Coney Island Brewery. Et ils ont fait un co-branding où l'étiquette, on peut voir que c'est donc c'est en canette, c'est des packs de 4 et les étiquettes, elle reprend un peu l'emblématique logo de Nathan. Et au final, on voit des saucisses, de la bière, des burgers, et c'est tout en néon dans l'idée. C'est un style un peu graphique néon, et c'est juste un coup de cœur parce que j'ai mangé un hot dog à cet endroit-là, et je me rappelle de cet endroit-là, et c'était cool. Et j'aime bien en fait j'aime bien ce co-branding, cette idée de rapprocher un restaurant avec une brasserie. Là, ça fait complètement sens et c'est plutôt même classique. Mais je pense qu'on pourrait en faire un podcast dédié, le co-branding. Est-ce que c'est bon ou pas pour une marque, pour une brasserie? Ouais. Et voilà. Et je crois que c'était aussi présent en draft, donc en pression. Et il y avait aussi il reversait $1 pour chaque pack de 4 bières vendues. Et il reversait ça à une association de Coney Island. Donc c'est ça aussi la puissance du co-branding, c'est le fait de pouvoir reverser une partie de ce qu'on fait pour une charité sociale, écologique, ou en tout cas pour une petite action peut-être meilleure pour le monde et l'environnement. Donc voilà, c'était petit aparté. C'est pas la forcément plus belle des étiquettes, mais ça me ramène loin à New York. Ouais, c'est ta Madeleine de Proust. Il y a un petit côté souvenir. Voilà, besoin de se rappeler des bons moments, quoi. Ouais, le co-branding, là c'est rigolo entre un vendeur un stand de hot dog, on va dire iconique, et puis la brasserie du coin. Moi, je trouve ça intéressant. On pourrait aller fouiller d'ailleurs, parce que je suis sûre qu'il y a des co-branding un peu dans l'originalité, tu vois. Je pense qu'il y a moyen. Il faudra qu'on
Faudra qu'on se recale là-dessus. Ah bah C'est j'en ai peut-être un un en sujet tête intéressant. typiquement que j'ai lu, mais alors pour le coup c'est plus avec Veuve Clicquot, donc on est dans le Champagne, mais du coup c'est c'était Veuve Clicquot featuring Smeg, donc les frigos Smeg Ah voilà, oui. avec les bords arrondis un Ouais, je peu vois là. que Bah, tout le monde très connaît. américain aussi pour le coup, hein. Très 60s Bah, américain. ouais, mais ça fait très dîner, mais je crois que la marque est italienne, un truc comme ça, ou scandinave, Ah, je sais plus. En tout cas, c'est d'Europe. Et en fait, ils ont fait des mini frigos en guise de coffret Veuve Clicquot, mais des mini frigos Smeg. Donc voilà, what the fuck. ouais. Mais c'est fun quoi. Mais en tout cas, tu vois, c'est impromptu. Enfin, on n'aurait jamais Ouais, pensé à ce genre de c'est co-branding sûr. quoi. Quand on le voit, bon, on se dit ok, le champagne au frais. Puis après, quand on réfléchit avec un peu de recul, on se dit ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais ben, après, si ça marque les esprits, parce que c'est ça le but, quoi. Mm. Et ben super. Parfait. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Ludovic Mornan Je suis Dorothée Van Act. et on espère vous voir la semaine prochaine dans Milecto. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao.